Bienvenue à la première des deux présentations sur l'épaule. Nous commencerons par un rappel de l'anatomie de l'épaule et des incidences radiographiques. Puis, nous examinerons ensuite les fractures de la clavicule et les lésions de l'articulation acromio-claviculaire. Voici une projection antéro-postérieure typique de l'épaule. Vous pouvez mettre la vidéo en pause si vous souhaitez revoir l'anatomie en détail. Et ici, une incidence de profil typique avec la vue en Y de l'épaule. Mettez la vidéo en pause si vous souhaitez revoir l'anatomie en détail. Voici une projection axiale typique de l'épaule que l'on retrouve lors d'une incidence de profil axillaire. Mettez la vidéo en pause si vous le souhaitez afin de revoir l'anatomie en détail. L'anatomie des tissus mous de l'épaule est un peu compliquée, mais elle vaut la peine de prendre le temps de la comprendre car elle vous sera utile pour la suite. Il existe trois ligaments gléno-huméraux, le supérieur, le moyen et l'inférieur, représentés ici en ligaments capsulaires. Ils jouent un rôle important de stabilisateur passif de l'articulation. Le chef long du tendon du biceps s'insère dans le sillon bicipital, appelé aussi sillon intertuberculaire. Le ligament coraco-huméral est le plus résistant des ligaments de l'épaule. Il s'insère sur le processus coracoïde et s'étend presque horizontalement pour se terminer classiquement en deux faisceaux, l'un sur le tubercule majeur et l'autre sur le tubercule mineur. Ce ligament forme véritablement un pont entre les tendons des muscles supraépineux et subscapulaires. Le ligament coraco-acromial naît du bord médial de l'acromion et s'insère sur le bord latéral de l'apophyse coracoïde. Et le ligament acromio-claviculaire est divisé en parties supérieures et inférieures et relie la clavicule distale de l'acromion. Enfin, le ligament coraco-claviculaire est un stabilisateur vertical majeur de l'articulation acromio-claviculaire. Il est composé du ligament conoïde, qui naît de l'apophyse coracoïde et s'insère sur le tubercule conoïde sur la face inférieure de la clavicule. Et le ligament trapézoïdal naît de l'apophyse coracoïde et s'insère sur la crête conoïde qui se trouve également sur la face inférieure de la clavicule. La coiffe des rotateurs est constituée de 4 muscles, le supraépineux, le sous-épineux, le petit rond ou teres minor et le subscapulaire. Le supraépineux est responsable de l'abduction, tandis que les trois autres sont responsables de la rotation. L'infraépineux et le petit rond sont responsables de la rotation externe, alors que le subscapulaire est responsable de la rotation interne. Ces muscles jouent un rôle essentiel dans la stabilisation de l'articulation gléno-humérale. L'incidence de face est incontournable en traumatologie. Le cliché doit inclure médialement l'articulation sterno-claviculaire, le bord inférieur de l'omoplate et le tiers proximal de l'humérus. Latéralement et sur les parties supérieures, on retrouve les tissus mous. L'incidence de face permet une excellente visualisation de la clavicule et de l'articulation acromio-claviculaire, avec un léger raccourcissement permettant d'exclure une lésion. L'humérus doit être positionné en rotation externe de façon à ce que le tubercule majeur soit visualisé de profil. Il faut toujours s'assurer que le bras est bien détendu, car lorsque les patients souffrent, ils ont tendance à élever leurs épaules et leur humérus, ce qui peut donner l'impression sur l'image d'une perte de l'espace sous-acromial. La scapula est disposée obliquement par rapport à la paroi thoracique et sur la vue de face, donc antéro-postérieure, la surface de la glène est inclinée de 30 à 40 degrés vers l'avant. Il est important de se repérer et de comprendre les structures superposées de la tête humérale. Nous pouvons voir les rebords postérieurs et antérieurs de la glène. Le bord médial de la tête de l'humérus doit dépasser du bord postérieur de la glène. Mais il est important de noter qu'il ne doit pas dépasser du bord antérieur.
N'oubliez jamais de vérifier l'absence de fracture de côte, l'absence de pneumothorax et l'absence de tumeur dans les poumons. Ce dernier cas est assez rare, mais il peut se produire. Examinons à nouveau la relation entre la portion médiale de la tête humérale et la glène, car c'est un point d'apprentissage très important. La glène ici est mise en évidence par une ligne pointillée rouge, et le bord médial de l'humérus est mis en évidence avec la ligne verte. Ce bord médial ne doit pas dépasser la crête antérieure de la glène, représentée par la ligne jaune. Le faux profil de l'AMI n'est pas très bon pour évaluer l'articulation gléno-humérale, mais il permet de bien visualiser les diaphyses humérales et le corps de la scapula. Les pines de la scapula forment la partie verticale du Y, l'acromion et le corps de la scapula forment les deux branches, mises en évidence ici par des lignes vertes sur cette image. La glène, représentée ici par une ligne en pointillé rouge, doit apparaître au centre du Y. La tête de l'humérus, représentée ici par une ligne pointillée jaune, doit être superposée à celle-ci. Le profil axillaire permet une excellente visualisation de l'articulation gléno-humérale. Les étudiants ont souvent du mal à orienter leur anatomie, voici donc un conseil. Trouvez d'abord la clavicule. Vous savez qu'elle se trouve en avant et qu'elle s'articule avec l'acromion en regard de l'articulation acromio-claviculaire. Voilà, vous avez donc maintenant votre orientation. Les lésions de l'articulation de l'épaule sont fréquentes tout au long de la vie. Les fractures de la clavicule peuvent survenir à la naissance lors de l'accouchement, et en particulier si celui-ci est brutal. Dans l'enfance, les blessures ont tendance à se produire lors d'une activité sportive ou à la suite d'un jeu, et concernent généralement l'humérus proximal ou la clavicule. Les adultes âgés de 20 à 45 ans sont plus susceptibles de présenter des luxations de l'articulation gléno-humérale ou acromioclaviculaire, généralement à la suite d'une chute directe sur un bras tendu ou d'une blessure sportive. Au-delà de 45 ans, les fractures de l'humérus proximal sont plus fréquentes, généralement à la suite d'une chute sur un bras en hyperextension. Les femmes ostéoporotiques présentent un risque plus élevé, comme c'est le cas pour les blessures du poignet et de la hanche. Les fractures du tiers moyen de la diaphyse humérale peuvent survenir à tout moment de la vie, généralement à la suite d'un traumatisme à haute énergie tel que les AVP. Les fractures de la clavicule sont visualisées dans 5 à 10% de l'ensemble des lésions de l'épaule. Parmi celles-ci, plus de 50% sont observées chez les enfants de moins de 10 ans. 80% des fractures de la clavicule touchent le tiers moyen, là où la diaphyse chevauche les côtes. Il est très facile de passer à côté d'une fracture non déplacée, alors soyez attentifs. Le tiers latéral de la clavicule est responsable de 10 à 15% des cas de fracture, et le tiers médial de 5 à 8%. Nous avons ici une fracture de la partie moyenne de la diaphyse de la clavicule gauche. Ces types de fractures ont tendance à se produire avec une déformation en forme de tente, avec une angulation supérieure du site de fracture. La partie médiale est élevée par le muscle sternocléido-mastoïdien, alors que la partie latérale est abaissée par le poids de l'épaule et du membre supérieur. Lorsque l'on examine ces cas, il est important de vérifier également l'absence de fracture de côte ou tout signe de pneumothorax. En pédiatrie, les fractures de la clavicule à cet endroit sont souvent non déplacées et recouvrent les côtes. Il est donc important de porter une attention particulière afin de ne pas manquer ces fractures. Donc on retrouve une fracture transverse, ou de la partie moyenne de la diaphyse de la clavicule gauche. Comment? Avec une angulation supérieure. Pour rédiger cette évaluation clinique préliminaire, nous dirions il y a une fracture transverse de la partie moyenne de la diaphyse de la clavicule gauche avec une angulation supérieure. La comminution et le chevauchement des fragments osseux sont des caractéristiques très fréquentes des fractures de la clavicule. La comminution signifie que l'os est brisé en plusieurs fragments. Le chevauchement signifie que deux fragments subissent un raccourcissement l'un par rapport à l'autre en raison de leur chevauchement. Classiquement, dans les fractures de la clavicule,
Le fragment distal a tendance à être recouvert par le fragment proximal. Donc quoi? Une fracture comminutive ou de la partie moyenne de la diaphyse de la clavicule droite ou, comment? Déplacer avec chevauchement. Pour rédiger cette évaluation clinique préliminaire, nous dirions il existe une fracture comminutive déplacée avec chevauchement au niveau du tiers moyen de la diaphyse de la clavicule droite. Le fragment distal est en dessous du fragment proximal. Il est important de comprendre l'espacement normal de l'articulation acromioclaviculaire afin de pouvoir ensuite identifier ce qui est anormal. Une articulation acromioclaviculaire normale présente généralement un espacement de 3 à 5 mm, mais il peut atteindre 7 mm. Il est important de noter que la différence entre les côtés gauche et droit ne doit jamais être supérieure à 2 mm. L'articulation acromioclaviculaire est une articulation synoviale plane, et comme pour toutes les articulations synoviales, la diminution de l'espace articulaire est un phénomène naturel dû au vieillissement. Les patients de plus de 60 ans ont souvent un espace articulaire de 2 mm ou moins. La distance entre le processus coracoïde et la clavicule doit être de l'ordre de 11 à 13 mm. Les blessures de l'articulation acromioclaviculaire peuvent être classées en 6 types d'après la classification de Rockwood. Le type 1 correspond à une entorse du ligament acromioclaviculaire. L'aspect radiographique est normal. Le type 2 implique une rupture du ligament acromioclaviculaire et une entorse des ligaments coracoclaviculaires. La distance coracoclaviculaire semble dans les limites normales, mais il y a une subluxation supérieure de l'articulation acromioclaviculaire. Le type 3 implique une rupture à la fois du ligament acromioclaviculaire et des ligaments coracoclaviculaires, entraînant une luxation supérieure de l'articulation acromioclaviculaire. Le type 4 implique une rupture à la fois du ligament acromioclaviculaire et des ligaments coracoclaviculaires, avec une luxation postérieure de la clavicule. Donc en fait, si on résume, le type 4, c'est un type 3, mais avec une luxation postérieure. Le type 5 implique une rupture du ligament acromioclaviculaire et des ligaments coracoclaviculaires, avec un déplacement important de la clavicule. Donc le type 5, c'est un type 3, mais avec un déplacement important de la clavicule. Et enfin, le type 6 implique également une rupture du ligament acromioclaviculaire et des ligaments coracoclaviculaires, mais la clavicule présente une luxation inférieure, c'est-à-dire qu'elle est située sous le processus coracoïde. Donc ce qui définit les types 4, 5 et 6, c'est le sens et la position de la clavicule. L'articulation acromioclaviculaire doit toujours être évaluée sur l'incidence antéro-postérieure. Le bord inférieur de l'acromion doit être aligné avec le bord inférieur de la clavicule. Ne vous fiez pas aux rebords supérieurs car ils peuvent être trompeurs. Lors de l'analyse de l'articulation acromioclaviculaire, le bord inférieur de l'acromion et le bord inférieur de la partie latérale de la clavicule doivent être alignés. Il est clair qu'ici ce n'est pas le cas. Rappelez-vous que l'espacement normal de l'articulation acromioclaviculaire est de 3 à 5 mm. Donc que retrouve-t-on? Une luxation, on peut aussi dire disjonction, ou de l'articulation acromioclaviculaire droite, comment? Supérieure. Pour écrire ceci en tant qu'une évaluation clinique préliminaire, nous dirions il y a une luxation supérieure de l'articulation acromioclaviculaire droite. Dans ce cas, on peut voir que le ligament coracoclaviculaire est rompu, car l'articulation acromioclaviculaire est bien plus large que 13 mm. Le ligament acromioclaviculaire est aussi probablement rompu. L'effet combiné nous permet de conclure à une luxation supérieure de l'articulation acromioclaviculaire. Quoi? Une luxation ou de l'articulation acromioclaviculaire droite. Comment? Supérieure.
Pour rédiger cette évaluation clinique préliminaire, nous dirions: il y a une luxation supérieure de l'articulation acromio-claviculaire droite.